Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast En mode circulaire. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et je suis très heureuse d'animer ce podcast réalisé par la chaire Tex & Care et financé par la région Hauts-de-France. Clean Future. Dans les 6 épisodes de cette saison 2 consacrés aux enjeux environnementaux de l'industrie textile, je m'entretiens avec des professeurs, chercheurs et chercheuses à l'ANSET, l'École nationale supérieure des arts et industries textiles. Fashion. Pour ce 3e épisode de la nouvelle saison du podcast En mode circulaire, consacré aux enjeux environnementaux d'un vêtement, je reçois Romain Benkiran, enseignant-chercheur à l'ANSET et au laboratoire Gemtex et chercheur au sein de la chaire Tex & Care. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Romain. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cet épisode dédié aux impacts environnementaux d'un vêtement, donc un sujet plutôt vaste que nous allons essayer de détailler ensemble. Alors pour cette première question, on va un peu s'intéresser au comment, et donc comment mesure-t-on les impacts environnementaux d'un vêtement ? Bonjour, effectivement, donc vaste sujet de savoir comment est-ce qu'on évalue les impacts environnementaux d'un vêtement. Si je peux me permettre, parce que je crois que vous avez dit mesurer les impacts environnementaux d'un vêtement, et en fait, on ne va pas trop parler de mesure, on va plutôt parler d'évaluation. Ça, c'est un tout petit détail sémantique, mais c'est ça. Et donc, pour répondre à la question, alors je vais essayer de répondre de manière un petit peu large au début, parce que suivant un petit peu les activités des auditeurs et auditrices, on peut imaginer que tout le monde n'a pas la même activité. Et il faut savoir qu'en fait, quand on s'intéresse aux impacts environnementaux des vêtements, en fait, il y a différents outils qui sont à notre disposition. Alors, il y a des outils qui sont pas dans la quantification, qui sont plutôt dans le fait de dégager des tendances, mais je pense que déjà, c'est quand même des premiers outils qui sont pas forcément inintéressants pour tout un chacun. Donc, je vais en parler quand même assez rapidement. Donc, dans l'idée, en fait, pour faire le point sur ces outils, on va avoir des outils qui sont dits qualitatifs. C'est justement ceux qui permettent de dégager des tendances. Et après, on a des outils qui sont quantitatifs, qui vont permettre justement d'aller un peu chiffrer les choses. Dans les qualitatifs, donc ceux qui permettent de dégager des tendances, l'idée, c'est un petit peu de se poser des questions. Donc, souvent, les outils qualitatifs, c'est du type checklist, questionnaire, qu'on peut baser sur des listes de substances ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est de donner un petit peu des armes aux opérateurs quand on est dans la conception d'un produit quand on est dans la conception d'un produit, de se poser des questions. Est-ce que oui ou non, je risque de rencontrer tel matériau ? Est-ce que oui ou non, je risque de parcourir autant de kilomètres ? Est-ce que oui ou non, etc. Et dans l'idée, on cherche à répondre justement à cette question du est-ce que oui ou non, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'impact. Donc là, voilà, c'est un peu c'est vraiment, on s'intéresse à une tendance globale. On ne veut pas forcément chiffrer parce que c'est peut-être plus long, c'est plus compliqué. Donc là, ça permet de faire une première approche. Et ça, c'est pas forcément inintéressant. Et après, d'un autre côté, donc on a les quantitatifs. Donc c'est là où justement, on va commencer à essayer de chiffrer les choses. Et quand on parle des quantitatifs, on peut parler des quantitatifs monocritères. Ça veut dire qu'on va regarder un seul indicateur d'impact. Typiquement, un qui est très connu, c'est l'empreinte carbone. Et après, on a des quantitatifs qui sont dits multicritères, dont on parlera plus largement après. Mais justement, ce que ça va nous permettre d'aller observer des choses de manière un petit peu plus globale, un peu plus exhaustive, je dirais. Et donc, dans les monocritères, dans les quantitatifs, les outils quantitatifs monocritères, donc tels que l'empreinte carbone, l'idée là, c'est que justement, on va commencer à chiffrer. L'empreinte carbone, typiquement, on s'intéresse particulièrement aux gaz à effet de serre, donc dioxyde de carbone, le méthane, etc. On va parler en kilos CO2 équivalent dans le cadre de cet outil-là. Et l'impact qu'il y a derrière, c'est l'effet de serre additionnel. Donc, il y a cette empreinte carbone. Voilà, c'est un monocritère. On peut imaginer des monocritères sur l'eau, sur la consommation de matière, potentiellement sur la consommation énergétique, etc. etc. Donc, si on les utilise indépendamment les uns des autres, en fait, on travaille avec un petit peu des œillères, c'est-à-dire qu'on ne regarde que le carbone, que l'eau, et ainsi de suite. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on chiffre, mais c'est limitant parce qu'on ne regarde pas tout. Et typiquement, si on parle du coton, le coton, on sait qu'il a un besoin en eau qui est assez important. Et donc, faire de l'empreinte carbone sur le coton, mais ne pas s'intéresser à l'eau, typiquement, ça peut être travailler avec des œillères, et c'est là que ça devient discutable, on va le dire comme ça. Et du coup, dès qu'on veut aller plus loin, c'est là qu'on va aller sur les outils
donc quantitatif, multicritère. Donc là, on va rapidement parler de l'analyse de cycle de vie. Moi, quand je vais en parler, je vais souvent dire ACV, hein, c'est l'acronyme qu'on utilise. Et en fait, en ACV, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder beaucoup d'indicateurs d'impact. Donc typiquement, l'effet de serre additionnel dont on a parlé un petit peu juste avant. On a des consommations d'eau aussi qu'on va pouvoir observer, ce qu'on appelle des eutrophisations, ce qu'on appelle des écotoxicités, etc., etc. En fait, il y a pas mal d'indicateurs d'impact comme ça qu'on va pouvoir observer. Et l'observation, ce que j'entends par observation, c'est qu'en fait, en ACV, le résultat, c'est une valeur chiffrée sur un indicateur d'impact. Donc, par exemple, 4 kg de CO2, 8 000 litres d'eau, peut-être, voilà, c'est un résultat avec une valeur chiffrée. Et j'allais dire, pour poursuivre un petit peu le propos, il faut imaginer que l'ACV, c'est un petit peu un appareil photo. C'est-à-dire que on va prendre un objet, faire son évaluation à un instant T. Et donc voilà, à cet instant T, les impacts qu'on évalue de ce produit, c'est cela. Là, on a parlé des méthodes d'évaluation, mais concrètement, comment est-ce qu'on réalise une ACV, une analyse de cycle de vie ? Alors, pour réaliser en fait une analyse de cycle de vie, une ACV, il faut savoir qu'on a un cadre de travail. Donc, le cadre de travail, il est entre autres évoqué en fait dans des normes. Donc, si on veut citer les normes, il s'agit de l'ISO 14040 et l'ISO 14044. Donc, éventuellement, voilà, on a pas mal d'informations dans ces normes-là. Ce qu'on va surtout retrouver, c'est le fait que la démarche est construite autour de 4 étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble des étapes, juste essayer de donner un petit peu un cadre global. L'idée, c'est qu'au départ, la première étape, elle va nous amener à nous intéresser au pourquoi est-ce qu'on veut faire l'évaluation. Donc l'idée, c'est de nous questionner sur le service qui est rendu par l'objet, à quoi est-ce qu'il sert finalement, jusqu'où est-ce qu'on veut aller dans l'étude, qu'est-ce qu'on va étudier en termes de périmètre. Ça veut dire, en termes de périmètre, ça veut dire de quelle étape à quelle étape on va aller. Donc, est-ce que je veux faire une ACV du berceau à la tombe, donc de l'extraction matière jusqu'à la fin de vie d'un produit? Est-ce que je veux faire juste autour d'une activité, par exemple la filature ou peut-être le tricotage, ou est-ce que je veux le faire que sur la production? Ça, c'est des choses qui sont envisageables, et ça, c'est l'objet justement de la première étape, c'est d'aller se questionner sur tout ça. Ensuite, une fois qu'on a un petit peu cadré cet ensemble, défini aussi l'objet sur lequel on va travailler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter ce qu'on appelle des flux. Donc des flux, il faut imaginer qu'on parle de consommation et d'émission. Donc c'est un peu comme à la maison, c'est-à-dire que les consommations, c'est de la consommation d'eau, c'est de la consommation d'électricité, ça peut être des consommations de matière. Alors nous, à la maison, on va peut-être consommer des aliments, mais pour un produit, du coup, entre guillemets, les aliments, ce sera peut-être des substances chimiques, ce sera peut-être des colorants, ce sera peut-être des lubrifiants, ce sera peut-être des choses comme ça. Et du coup, dans cette étape-là, l'objet, c'est de collecter tout cet ensemble. Donc, c'est un ensemble de données, véritablement, donc qu'on résume en disant des flux de consommation et des émissions. Et une fois qu'on a tout collecté, l'idée, c'est qu'on va ensuite pouvoir évaluer les impacts. Donc, c'est la fin en soi, enfin, c'est vraiment l'objectif, c'est l'un des objectifs de la CV. Mais on n'y arrive pas directement. Il faut vraiment avoir fait ce qui précède, définir pourquoi, dans quel cadre on le fait, collecter ensuite cet ensemble de données, et ensuite seulement on va aller vers l'évaluation d'impact, à savoir que cette évaluation en tant que telle, elle est un peu facilitée par des outils. Donc il faut savoir qu'on a des logiciels et des bases de données qui nous permettent un petit peu d'accompagner ce process-là d'évaluation des impacts. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et voilà, qui nous permettent à la fin de chiffrer finalement des valeurs sur des indicateurs d'impact. Pour rappel, l'effet de serre additionnel, l'eutrophisation, des consommations d'eau, des écotoxicités, etc., etc. Et seulement après, une fois qu'on a un petit peu cette évaluation chiffrée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à une phase qu'on appelle d'interprétation. Donc, quand on fait une interprétation, l'idée, c'est qu'on va essayer d'identifier les contributeurs aux impacts. Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté des flux et ensuite on a évalué les impacts. Et dans cette phase d'interprétation, on part des impacts et on retourne voir qui sont les contributeurs. Est-ce que c'est l'étape de filature en particulier? Est-ce que c'est l'étape de transport en particulier? Qu'est-ce qui, dans telle étape,
va justement générer l'impact? Est-ce que c'est telle ou telle substance finalement qui vont créer l'impact en particulier? C'est vraiment ça l'idée, c'est d'aller retrouver des contributeurs. Et une fois qu'on connaît ces contributeurs, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir jouer dessus pour essayer de faire baisser justement les impacts. Oui, il n'y a que comme ça qu'on peut baisser les impacts finalement, en les connaissant correctement, quoi. Oui, il y a une expression qui dit on change pas ce qu'on ne chiffre pas. Mais effectivement, si on veut pouvoir réduire, il faut pouvoir chiffrer. Et du coup, tant que ça n'a pas été chiffré, c'est difficile de se dire, OK, oui, quand j'ai éco-conçu, oui, j'ai réduit. On peut pas dire j'ai éco-conçu cet objet si on n'est pas en capacité de le prouver. Ce serait un peu facile de dire ça. Mais en tout cas, dans l'idée, voilà, c'est une étape, l'ACV, donc c'est une méthodologie qui est normée. Donc on peut s'appuyer sur les normes. C'est une méthodologie qui est en 4 étapes. Il y a des logiciels, mais surtout, il ne faut pas résumer l'ACV au logiciel. Il y a toute une démarche de réflexion autour de cette méthodologie qui permet comme ça d'aller chiffrer les impacts d'un objet ou d'un service, on peut parler des deux, et ensuite de se servir de ce résultat-là, de cette photographie, pour aller vers l'éco-conception. Ouais, extrêmement passionnant. Et quels sont, donc là on a parlé des méthodes d'évaluation, de l'ACV, mais quels sont les impacts environnementaux d'un vêtement pendant sa durée de vie? Qu'est-ce qui pollue le plus? Qu'est-ce qui pollue le moins? Que ce soit de l'extraction de la matière première à la fin de vie du produit. Alors ce que je vais proposer, c'est, avant de donner des chiffres, c'est de donner un petit peu du contexte. Et dans l'idée, en fait, quand on traite du textile et de l'habillement, il faut imaginer qu'on a pas mal de matériaux à disposition. Donc nous, on a tendance à les classer suivant qu'ils sont naturels ou synthétiques, et éventuellement suivant qu'ils soient végétal, animal, et ainsi de suite. On a 2 matériaux qui sont très très mis en avant sur le marché, c'est le coton et le polyester. Donc voilà. Par contre, on en a plein d'autres derrière. On peut citer la laine, de manière assez évidente, le lin, la soie. On a des viscoses, des polyamides, des polypropylènes. Enfin bref, on a vraiment comme ça pléthore de matériaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on ne va pas forcément les travailler tous de la même façon. Donc d'un point de vue procédé, le choix d'un matériau peut aussi dicter, entre guillemets, le choix d'un procédé. Donc là, voilà, on a évoqué quelques grands matériaux, mais après, on peut imaginer toutes les déclinaisons possibles, c'est-à-dire des déclinaisons, par exemple, un coton serait issu de l'agriculture conventionnelle, peut-être biologique, peut-être il peut être issu du recyclage, et ainsi de suite. Donc, on peut imaginer comme ça énormément de déclinaisons. Et puis voilà. Sur cette question du matériau, ce qu'il faut imaginer, c'est que le textile ne démarre pas à partir d'une masse de fibres qui est prête. En fait, on démarre d'une masse de fibres qui est un peu hétérogène, compactée. Et l'idée, c'est que l'enjeu du génie textile, ça va être justement de travailler la matière pour en faire véritablement un produit fini. Donc, le bout à bout, on va mettre ne serait-ce qu'une 40aine d'étapes. Ce qui dit comme ça n'est pas rien. Il faut imaginer qu'il y a quand même beaucoup d'industries, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de métiers différents comme ça qui sont derrière justement le produit fini. Depuis la masse de fibres justement un peu informe, on va viser d'abord un fil, ensuite on va viser une étoffe et ensuite on va viser un produit fini. Et à chaque fois, en fait, on a plein de possibilités en termes de technologie, de procédés, et ça rend l'évaluation environnementale un peu complexe parce que du coup, le champ des possibles est assez grand. Et bien entendu, étant donné qu'on parle de procédés, les procédés fonctionnent à l'énergie, donc on a des besoins énergétiques. Dans les procédés, on va observer des pertes, ce qui est quand même important de noter. Sur certains procédés, on va avoir besoin d'autres matériaux. Typiquement, on a parlé un peu de lubrifiant tout à l'heure, et puis un peu de colorant et des auxiliaires de teinture, etc. On peut parler des détergents, tout ça. Donc tout ça, c'est autant de flux de consommation, pour faire le lien avec ce qu'on disait un petit peu auparavant. Ça, c'est autant de flux de consommation qui vont intervenir dans l'évaluation environnementale. Et donc, quand on parle justement de tous ces matériaux supplémentaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut chiffrer comme ça des milliers de substances chimiques utiles à la transformation des textiles. Donc ça va un peu partout, hein. On va en trouver dans l'agriculture avec les engrais, les pesticides. On va en trouver dans les détergents. On va en trouver vraiment à différents endroits, dans les lubrifiants et ainsi de suite. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de chiffrer un petit peu les choses plus précisément. Donc, ce que je propose, c'est de s'intéresser à quelques articles en particulier. Et je vais être assez prudent parce que ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a énormément de possibles. Et donc, on ne doit pas prendre les chiffres pour étant des acquis. Voilà, là, moi, ce que je vais dire, c'est des ordres de grandeur. C'est des ordres de grandeur
qu'on a construit par rapport à des études de cas qu'on trouve dans la littérature. Donc les études de cas, il faut savoir qu'elles sont précises, elles sont cadrées. Et du coup, l'idée, c'est de garder ces chiffres comme étant un peu des ordres de grandeur. Ok. Du coup, dans l'idée, je vais parler du t-shirt. Ça, on en a tous, donc je pense que c'est pas forcément... c'est intéressant d'entendre ça. Par exemple, pour les t-shirts, si on s'intéresse aux impacts en gaz à effet de serre, on peut chiffrer de l'ordre de 3, 4 jusqu'à 10 kg de CO2 équivalent par article. Aussi, on va chiffrer plusieurs milliers de litres d'eau. Alors là, je reste un peu évasif sur la quantité, parce qu'en fait, suivant le pays de culture, on peut chiffrer de l'ordre de 2000 jusqu'à peut-être 20 000 litres d'eau par kilo de coton qui est produit. Donc là, l'idée, on peut éventuellement se positionner un petit peu au centre sur un 8-10 000 litres d'eau par kilo de coton. Et donc voilà, c'est clairement, c'est pas anodin. Si on part sur un jean, produit un peu plus complexe, il est plus lourd, ce qui fait que l'un dans l'autre, en fait, la dépense énergétique et la dépense en eau, elle va être supérieure. Donc là, on va dépasser les 10 kg de CO2 qu'on a évoqués pour le t-shirt. On peut partir dans la vingtaine, dans la trentaine kg de CO2 équivalent. Et pareil, au niveau de l'eau, on va pouvoir imaginer peut-être une cinquantaine de mètres cubes qui seraient utilisés. Et après, bref, il y a une étude qui relate comme ça d'autres articles, typiquement une robe, une veste, des chaussettes. Le plus faible impact dans cette étude-ci concerne les chaussettes, où on va trouver du 1 kg de CO2. Donc, c'est pas anodin, parce que si on considère une paire de chaussettes, je sais pas, on doit être à... en vrai, j'ai pas le grammage. Peut-être on est sous les 50 grammes de produits. Et en fait, les 50 grammes de produits qu'on a là, à un moment donné, ils ont dégagé 1 kg de CO2. C'est-à-dire que quand on enfile les chaussettes le matin, on met pas 1 kg à ses pieds. Pourtant, il y a bien 1 kg de CO2 équivalent qui a été dégagé à un moment donné. Donc ça, c'est... Enfin, voilà, je trouve que le rapport de poids, il est quand même... il n'est pas inintéressant à avoir en tête, disons. Et donc, pour poursuivre un petit peu sur cette étude avec les produits les plus complexes, donc c'était la robe et veste typiquement, un petit peu comme le jean, on va sur du 15, 20, 30 kg CO2 pour ces produits-là. Voilà. Et comme pour l'eau, on est sur des quantités d'eau qui sont à peu près relatives à ce qu'on a évoqué sur le jean, plutôt au-delà des 30 mètres cubes. Et petit rappel, malgré tout, 1 mètre cube d'eau, c'est 1000 litres. Donc voilà, c'est pas forcément... Ouais. Et donc, si on parle maintenant de répartition, parce que la question, elle était aussi posée, comment est-ce que ça se répartit ? Ce qu'il faut identifier, c'est que des grandes étapes très contributrices, ça va être la production de matière, ça va être l'ennoblissement et la filature. Ça fait partie du top 3 qu'on observe au niveau des étapes les plus contributrices. L'ordre, bien entendu, des 3 varie suivant l'indicateur d'impact qu'on regarde. C'est-à-dire que si on regarde l'impact en eau, si on regarde l'impact en gaz à effet de serre ou ainsi de suite, en fait, l'ordre des 3 va varier. Donc, mais voilà, ça fait partie dans la tendance. On va parler de tendance des 3 grandes étapes qui ressortent au niveau des contributions d'impact. Ok. Oui, donc on comprend à quel point c'est quand même complexe de regarder tous les impacts un par un. Au niveau plus global, est-ce qu'on a aussi peut-être des éléments, des chiffres sur les impacts de façon un peu plus générale ? Et oui, on a ça. Et de la même façon que précédemment, avant de donner des chiffres justement au global, je pense que c'est intéressant d'aller contextualiser un petit peu le volume qui est lié aux articles qui sont mis en marché, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur du textile habillement en particulier, c'est un secteur qui est quand même très, très dynamique. Au niveau monde, on met en marché 100 milliards de produits. 100 milliards de produits qui sont mis en marché par année, sachant qu'on est 8 milliards, donc ça fait, disons, une dizaine de produits par personne. Et si on s'intéresse à l'échelle française, ce qui n'est pas inintéressant pour nous, c'est qu'on met en marché environ 2,2 milliards d'articles. Voilà. Par contre, maintenant, c'est pour à peu près 60-70 millions de personnes. Donc, en fait, le rapport de la quantité de produits mis en marché par rapport à la population ici, il est forcément supérieur. On est sur l'ordre d'une trentaine de produits par personne, ce qui n'est pas quand même anodin. Et ce qui est intéressant de remarquer dans cette histoire, c'est que les produits que nous, on consomme en France ne sont pas produits en France.
majoritairement, au contraire, ils sont produits à l'étranger. Ce qui fait que, d'un point de vue des impacts qui sont liés à tout ça, en fait, l'impact de notre consommation, il n'est pas forcément chez nous. Et du coup, ça peut être intéressant de prendre conscience de cet aspect, puisque, voilà, éthiquement, socialement, on peut faire écho, par exemple, aux événements du Rana Plaza qui ont eu lieu. Ça fait une dizaine d'années, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Et donc voilà. Donc en fait, notre consommation, potentiellement, elle a un impact au-delà de l'impact environnemental qui se situe ailleurs, géographiquement dans d'autres pays. Et pour autant, voilà, ça c'est intéressant, je pense, de l'avoir en tête. Donc une fois que ce contexte un petit peu chiffré sur les volumes mis au marché, il est donné, on peut aller un petit peu regarder les estimations qui sont données sur différents types d'impacts. Donc là, sur les différents articles, on a parlé notamment de gaz à effet de serre et d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on focalise encore une fois sur le gaz à effet de serre, les estimations, on a une fourchette qui est de l'ordre de 3 à 10%, sachant que la fourchette haute, il faut imaginer, c'est 8-10% en fait. 8-10% des émissions globales de CO2 équivalent, gaz à effet de serre. En fait, 8 à 10% de tout ça, c'est imputable au secteur du textile. Et donc, les 8-10%, on dit comme ça, on ne sait pas trop ce que ça représente. Il faut imaginer que c'est 4 à 5 milliards de tonnes, du coup, qui sont envoyées par année. Et si on revient après sur la question de l'eau, donc ce qu'on sait, c'est que le secteur du textile est quand même assez consommateur en eau, à la fois sur la question de l'agriculture, notamment avec le coton, etc., sur la question de l'ennoblissement. Il y a des étapes comme l'ennoblissement où on va avoir une consommation d'eau. Et forcément, après, on a une consommation d'eau qui va être liée à l'entretien des produits. Et l'un dans l'autre, en fait, on est à 79 milliards de mètres cubes d'eau. Sachant que, on l'a dit un petit peu plus tôt, un mètre cube, c'est 1000 litres. Et là où c'est intéressant, histoire de se donner en fait un élément de comparaison, un foyer français, on consomme à peu près par foyer, pas par personne, de l'ordre de 150 mètres cubes. Donc il faut mettre au regard 79 milliards de mètres cubes et nos 150 mètres cubes, nous, à l'utilisation. Donc en fait, les 150 mètres cubes, c'est par combien sur la période? C'est par année, pardon. Par année, ok. Ouais. Quand on sait que l'eau ça devient problématique, notamment en France, oui, c'est un élément important à avoir en tête. Oui. Précédemment, donc avec les t-shirts et les autres articles, on a parlé des gaz à effet de serre et de l'eau. On n'a pas encore parlé de l'occupation des sols. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'industrie textile, on a comme ça une grande quantité de terres finalement qui sont utilisées. Alors, de manière assez simple, on peut imaginer les sols pour l'agriculture. Mais quand on parle des fibres d'origine animale, donc de la laine, on peut imaginer des moutons, à ce moment-là, on a aussi besoin de sols pour les élever. Et donc du coup, l'un dans l'autre, voilà, on va avoir des occupations des sols qui vont être, qui peuvent être importantes, fonction des matériaux, fonction des process, etc., qui sont utilisés. Une donnée européenne, c'est que les terres qui sont utilisées pour les textiles qui sont achetés par les Européens, c'est estimé à 180 000 km². Donc, par personne, ça revient à 400 m². Et ce qu'il y a d'intéressant avec ce chiffre, c'est que seuls 8% de ces terres-là, elles se trouvent en Europe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de 90% de l'impact utilisation des terres, on va l'appeler comme ça, l'impact utilisation des terres, qui sont en dehors de l'Europe pour une consommation européenne. Et du coup, c'est là où justement on refait le lien avec la production des fibres. Le coton, par exemple, qu'on ne produit pas forcément énormément en Europe. Et du coup, c'est là où on va aller chercher une occupation des sols qui est en dehors de nos sols pour une consommation qui est sur le sol européen. Et après, dernier volet qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le volet des microplastiques. Volet qu'on ne peut pas occulter parce que c'est quand même un gros sujet, assez d'actualité aussi. Ouais. Donc il faut savoir que c'est un sujet qui n'est pas du tout évident. C'est quand même c'est un sujet qui n'est pas évident. Il y a quelque chose qui n'est pas évident, c'est d'identifier la quantité de microplastiques qui vient du textile par rapport à d'autres sources. Le plastique est utilisé à bien des escients, donc c'est pas toujours évident de faire le tri pour identifier ce qui vient de l'industrie textile pour travailler justement spécifiquement là-dessus.
Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes sources confondues, toutes sources de microplastiques confondues, il y a une première estimation qui a été donnée. Alors, c'était pour une étude qui est sortie en 2020. De mémoire, c'est un laboratoire australien qui a travaillé sur le sujet. Et la suggestion, on va parler de suggestion et d'estimation, c'est 14 millions de tonnes de microplastiques, qui sont accumulés au fond des océans. Et dans cette étude, on évoque donc ces 14 millions de tonnes et l'estimation est que 1,5 million de tonnes supplémentaires arriveraient au fond des océans chaque année. Donc ça, c'est au global, véritablement au global. Ouais. Donc le textile prend prend une part de ça. Pas forcément petite, on va le discuter juste après. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est assez conséquent. Voilà. Et donc, à l'échelle mondiale, l'estimation est que, alors là, c'est une fourchette un petit peu large, c'est que l'estimation est que 16 à 35% de ces microplastiques-là proviennent des textiles synthétiques. Donc ça, c'est échelle monde. Et si on s'intéresse à l'échelle européenne simplement, entre guillemets, on arrive à 8%. Ce qui est quand même non négligeable, quoi. Quand on parle de millions de tonnes au départ, effectivement, c'est non négligeable. Et après, donc ça, c'est des chiffres qui sont peut-être un petit peu plus connus, je ne sais pas dire, c'est que l'estimation, il y a une estimation, c'est que les textiles synthétiques sont responsables de 200 000 à 500 000 tonnes de microplastiques qui sont relargués par année. La précédente estimation, elle était à 190 000 tonnes. Et là, maintenant, les dernières qu'on a pu trouver, c'est de 200 000 à 500 000 tonnes de microplastiques relargués. Et là où c'est... comment dire ? Là où, en fait, en tant que consommateur, on ne maîtrise pas tout, c'est qu'en fait, les microfibres, elles sont relarguées, notamment sur les premiers lavages, et après, ça décroît un petit peu. Par contre, elles ne sont pas retenues par la machine à laver. Donc, en fait, elles partent avec les effluents de la machine, elles partent vers des stations d'épuration. Alors, on pourrait penser que la station contient tout, mais a priori, dans les stations d'épuration, la totalité des microplastiques n'est pas retenue. Et l'un dans l'autre, finalement, ça va être diffusé comme ça vers l'extérieur, vers les océans, finalement. Donc des impacts qui sont nombreux, qu'il s'agit d'évaluer, c'est pas forcément évident, mais comment on peut les réduire, ces impacts ? Quelles solutions sont à notre disposition aujourd'hui, que ce soit dans la conception, dans l'utilisation des vêtements ? Comment on peut diminuer tous les impacts qu'on vient d'évoquer ensemble ? Forcément, il y a plusieurs réponses possibles. Ça va de soi. Je pense qu'il y a une première réponse qui est une réponse du secteur. Donc, une réponse du secteur dans sa globalité. Ce qu'on a évoqué précédemment, c'est qu'en fait, on met en marché beaucoup d'articles, on consomme beaucoup d'articles. Et assez mécaniquement, plus on consomme, plus on produit et plus on impacte. Ça, c'est assez mécanique. Alors, en disant ça, l'idée, c'est surtout pas de dire stop à la production. Hein. Il y a des enjeux humains, il y a des enjeux sociaux qui sont vraiment derrière la production des textiles. C'est une industrie qui embauche énormément. Donc l'idée, c'est pas d'arrêter c'est pas d'arrêter. C'est plutôt de repenser en fait les modes de consommation et les modes de ce que je dirais circulation des textiles. Est-ce que finalement on a systématiquement besoin de racheter des textiles, sachant que d'après des chiffres de l'ADEME, on a de 50 à 70% des articles qui restent dans les garde-robes. Donc, on a besoin de renouveler. Ça, c'est une certitude. D'un point de vue humain, en fait, ça nous fait du bien. Ça s'est prouvé que le renouvellement est intéressant. Pour autant, comment est-ce qu'on peut renouveler différemment qu'en achetant ? Donc, c'est l'idée, en fait. C'est une réponse qui est, à mon avis, systémique. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur des produits qui sont éco-conçus. On va en parler un tout petit peu après. Mais après, il y a aussi une question de favoriser, justement, une consommation qui serait un petit peu responsable, une consommation qui serait raisonnée. Éventuellement, il y a peut-être des politiques qui permettraient de favoriser ça. Enfin, il y a peut-être je ne sais pas s'il faut parler de régulation, mais peut-être qu'on peut créer un contexte qui serait favorable justement à une meilleure circulation des textiles pour qu'au global, l'impact environnemental du secteur, et là on parle secteur, il serait un peu diminué. Et à mon avis, l'approche technique centrée sur le produit n'est pas suffisante. Il faut aller vers quelque chose d'un peu systémique, justement. Mais voilà, ça c'est personnel.
Oui, pour agir au niveau de l'industrie, quoi. Exactement, il faut agir. Et donc, si on considère un petit peu les articles en particulier, donc là, on va rentrer un peu plus dans une approche un peu technique et centrée produit. On va parler d'éco-conception. Alors, quand on parle d'éco-conception, ce qu'on dit, c'est qu'on fait de la conception, mais qui tienne compte des aspects environnementaux. Alors, quand on fait de la conception, l'idée, c'est qu'on réponde à un besoin de consommateur. On va y répondre avec une solution technique et par rapport à un enjeu de prix. Et donc là, avec ces 3 axes, l'idée, c'est d'ajouter en fait un axe environnemental et donc de prendre en compte des impacts environnementaux. Donc, quand on fait une éco-conception, l'idée, c'est qu'on fasse une ACV, on fasse une analyse de cycle de vie, on alimente un petit peu la réflexion avec des valeurs chiffrées sur des impacts. Et l'idée, après, ça va être de voir sur quel axe on va pouvoir travailler. Donc, les axes, on va en trouver un petit peu partout. On va trouver différents axes possibles, forcément sur les matériaux, sur des procédés, typiquement. Des procédés, par exemple, qui permettraient de minimiser les pertes, qui permettraient de minimiser des consommations de matière, par exemple la consommation d'eau. Par exemple, le dop dye, on parle pas mal du dop dye. Donc, le dop dye, c'est de mettre des colorants au moment du filage d'un multifilament. Et donc, dans l'idée, en fait, on va pouvoir se passer comme ça d'une consommation d'eau spécifique, peu importe. Mais voilà. Par contre, quand on éco-conçoit, l'objectif, c'est quand même de garder la fonction du produit. C'est-à-dire qu'au départ, on a fait le produit, on a conçu le produit pour répondre à un besoin consommateur. Le produit éco-conçu, il doit toujours répondre à ce besoin consommateur. Si jamais on change, à ce moment-là, ça devient discutable et puis surtout, c'est pas forcément l'intérêt. Un autre exemple par rapport au niveau des procédés, si on s'intéresse au tricotage, en fait, on a différentes façons de tricoter. On peut tricoter un panneau. Imagine un rectangle ou un tube éventuellement, dans lequel on va faire des découpes et ensuite on va faire des découpes en fonction d'un patron et après on va assembler un produit. Éventuellement, on peut tricoter en forme. Ça veut dire on va tricoter directement tel qu'on va assembler le produit. Et éventuellement, on a encore une autre façon de faire où on va tricoter le produit fini directement. À ce moment-là, il est prêt, entre guillemets, il est pré-sorti machine. Donc voilà, ça c'est différentes. L'éco-conception, c'est vaste. Je pense qu'il faudrait un temps dédié pour discuter vraiment de tous les leviers d'éco-conception. Et il faut imaginer que là, on a parlé un petit peu procédé. Après, on peut aussi faire le lien avec le consommateur. Donc, faire le lien avec le consommateur, c'est potentiellement parler de durabilité, par exemple. Donc, si on part sur un article qui dure, c'est potentiellement moins d'articles qui sont mis en marché. Donc là, c'est intéressant pour l'impact du produit, mais c'est aussi intéressant pour l'impact du secteur en entier. Reste à savoir comment est-ce qu'on fait pour rendre des articles durables, etc. C'est un sujet à part entière, je pense. Mais voilà, disons que pour répondre à la question assez globalement, pour réduire des impacts, on a beaucoup de choses à faire, à la fois sectorielles, à la fois tournées produits. L'ACV, c'est un outil qui va nous permettre de justifier si oui ou non on réduit bien les impacts par rapport à ce qu'on a identifié au départ. Oui, c'est ce que j'allais dire. La CV nous permet ça. Et justement, pour revenir un petit peu sur la CV, pourquoi les entreprises devraient en réaliser aujourd'hui ? Alors, l'un des avantages, on vient de dire, c'est de pouvoir réduire les impacts environnementaux d'un vêtement, mais de façon assez générale, pourquoi les entreprises devraient utiliser cet outil aujourd'hui dans la conception des vêtements ? Oui, et je me permets de réagir à la façon dont vous avez évoqué la question. En fait, l'ACV ne va pas permettre de réduire les impacts parce que, en fait, il faut imaginer l'ACV comme un outil d'aide à la décision. Donc, l'ACV, elle va nous donner des valeurs sur des indicateurs d'impact et maintenant que je les connais, je peux en faire quelque chose. Et donc, c'est là où justement ça devient intéressant et ça peut engager dans une démarche d'éco-conception. Et pour répondre donc à la question, savoir pourquoi est-ce que les entreprises devraient s'engager dans une démarche d'ACV, ce qui peut être intéressant, ce qu'il faut voir, c'est que faire une ACV pour la première fois, c'est pas forcément quelque chose d'évident. En fait, l'exercice, il va amener à se poser pas mal de questions, à la fois sur le produit, sur sa fonction, à quoi il sert, pourquoi est-ce qu'on l'a fait de cette façon-là aussi. Donc c'est la question sur sa chaîne de valeur, pourquoi sa chaîne elle est comme ça, pourquoi sa chaîne de valeur est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a choisi ces procédés-là, potentiellement sur la logistique, potentiellement sur la consommation, les modes de consommation, de mise en marché du produit. En fait, on va se poser véritablement beaucoup de questions. Et là où c'est intéressant, c'est que ça permet d'engager une démarche qui est assez globale dans l'entreprise et ça, potentiellement, va réunir différents acteurs de l'entreprise
qui se côtoient peut-être pas tous les jours. Ça peut être la R&D avec les achats, avec la logistique, etc. Et donc, on décloisonne un petit peu les modes de fonctionnement. Et du coup, on a une démarche comme ça qui permet à tout le monde de se poser des questions, j'allais dire, qui vont dans une même direction, celle des impacts environnementaux des produits mis en marché par l'entreprise. Et au-delà de ça, et donc, en faisant une ACV, donc une fois qu'on les connaît, les impacts, on a une idée justement de leur valeur, l'idée, c'est que potentiellement, ça nous engage aussi dans une démarche d'éco-conception. Parce qu'une fois qu'on les connaît, les connaître pour les connaître, c'est intéressant. Mais à mon avis, une entreprise qui fait une ACV va pas s'arrêter là. Elle va forcément être un petit peu... elle va être amenée à se questionner, de fait, et du coup, potentiellement s'engager dans une démarche d'éco-conception. Et là où c'est intéressant, cette démarche d'éco-conception, c'est que du coup, elle va permettre potentiellement de répondre à des enjeux actuels. Typiquement, sur les enjeux réglementaires, on voit que la réglementation évolue énormément sur les aspects d'impact environnementaux. Le textile fait partie des secteurs prioritaires en lien justement avec les impacts. Et donc, une entreprise qui va faire une ACV demain, elle se prépare un petit peu aux questions potentiellement d'affichage environnemental. Bref, elle va se préparer comme ça à un contexte qui est en train d'évoluer et qui va faire en sorte de favoriser des produits qui sont éco-conçus, qui sont faits pour durer, etc., etc. Et même au-delà de ça, je pense que ce qui est intéressant aussi pour une entreprise de faire des ACV, c'est aussi économiquement, ça a été prouvé que des produits éco-conçus sont intéressants. On ne perd pas d'argent en général, alors même si l'ACV peut paraître cher au départ, il y a toujours un retour sur investissement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est bon à dire. Éventuellement, on pourra mettre il y a des études qui avaient été faites sur une centaine d'entreprises, on pourra peut-être mettre un petit peu d'informations là-dessus. Et après, stratégiquement, c'est aussi intéressant parce que du coup, on identifie l'entreprise comme étant engagée, donc ça donne un avantage concurrentiel. Au niveau du personnel, c'est intéressant parce que le personnel va potentiellement gagner de motivation. Aujourd'hui, on a de plus en plus de citoyens qui sont conscients justement des aspects, des enjeux environnementaux. Et du coup, si j'ai cette possibilité que de travailler là-dessus au travail, je pense que ça donne du sens aussi assez globalement, comme ça, à l'activité de tout un chacun dans l'entreprise. Et du coup, ça devient motivant. Voilà, c'est un facteur motivant. Et puis après, reste à savoir jusqu'où on va au niveau de la communication avec le consommateur. Étant donné que c'est une plus-value, forcément, on peut essayer d'augmenter un petit peu la notion de transparence par rapport à ça et de mieux communiquer par rapport à ça. Et donc, là, on rejoint un petit peu l'avantage concurrentiel qu'on a évoqué. Et je pense que voilà, s'engager dans une ACV, c'est potentiellement s'engager dans une démarche d'éco-conception et donc c'est se mettre face aux enjeux actuels qui sont à la fois réglementaires, qui sont potentiellement stratégiques et économiques. Et là, tout de suite, je le vois positivement. Et voilà, je suis chercheur. Ouais, non, bien sûr. Et puis, si, c'est plus large finalement que simplement, entre guillemets, évidemment, éco-concevoir des produits, quoi. C'est embarquer aussi l'entreprise, les clients, les clientes, et essayer de répondre aux enjeux actuels, quoi. Oui, complètement. Et est-ce qu'il y a des limites à la mesure des impacts, à l'ACV? Je sais pas, par exemple, si on connaît pas parfaitement la chaîne de fabrication, sa chaîne de fabrication, est-ce qu'il est quand même possible de mesurer précisément les impacts d'un vêtement? Si on connaît pas comment le consommateur ou la consommatrice va prendre soin du vêtement, enfin va l'entretenir, même chose, est-ce qu'on peut vraiment évaluer parfaitement les impacts? Voilà, quelles en seraient un peu les limites aujourd'hui? Oui, il y a des limites. Pour être clair, c'est sûr, c'est une bonne question. Franchement, il y aurait mille choses à dire. Donc, en fait, il faut imaginer qu'en ACV, ce qu'on essaie de faire, c'est de représenter un système, représenter un objet. Et on essaie de le représenter le plus fidèlement possible. Donc, on a déjà ici deux questions qui se posent. Est-ce que je connais bien le système? Donc là, c'est la question, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on a toutes les informations sur la chaîne de valeur, dans quelle mesure est-ce qu'on a toutes les informations sur la consommation, sur le consommateur et la consommatrice, comment est-ce qu'ils font. Et après, il y a comment est-ce que je fais une représentation fidèle. Et donc, véritablement, il y a ces deux enjeux. Et là où ça pose... Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que quand on ne connaît pas le système, ça va nous questionner en tant qu'entreprise et ça va essayer de nous forcer aussi à le connaître mieux. Donc, typiquement,
ce qu'on a dit, c'est que, un peu plus tôt, ce qu'on a dit, c'est que la chaîne de valeur textile est quand même assez complexe. Donc, c'est possible d'avoir comme ça une manque de visibilité sur des fournisseurs qui seraient de rang 2, rang 3, voire plus, etc. Et donc, ça va nous amener à nous questionner sur la notion de traçabilité et potentiellement de mettre en place justement une traçabilité qui serait plus importante, de sorte de connaître l'ensemble de la chaîne. Donc, mais effectivement, ce qu'on ne connaît pas bien, on ne le représentera pas bien. Mais on sait a priori qu'on peut travailler sur ce sujet. Donc, c'est une limite connue, mais il y a des solutions par rapport à ça. Et côté consommateur, effectivement, c'est pas évident parce que le consommateur, on peut imaginer autant de comportements que le consommateur. Et donc, à ce moment-là, c'est pas évident de représenter chaque comportement. Donc, on va plutôt viser un comportement un peu représentatif quand on fait une évaluation environnementale. Et donc, de ce côté-là, ce qu'on fait, c'est on s'appuie sur des enquêtes. On se pose la question de comment est-ce que va agir le consommateur, comment est-ce que potentiellement il va aller acheter ses produits, comment est-ce qu'il va les utiliser, les entretenir, les réparer, qu'est-ce qu'il va en faire en fin de vie, etc. Et du coup, sur les articles d'habillement, comme ça, on va avoir une certaine connaissance qui est plutôt intéressante. Et avec cette connaissance, on va pouvoir l'alimenter dans nos évaluations et puis la prendre en compte, tout simplement. Après, si on veut aller dans le détail, on peut se poser la question du retour qu'on a quand on fait des enquêtes. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas super fiable, etc. Mais dans l'idée, voilà, il y a cette limite effectivement sur la connaissance du système. Donc, à la fois côté chaîne de valeur, fabrication, et à la fois consommation. Par contre, on voit qu'il y a des outils comme ça pour aller parfaire un petit peu cette connaissance. Okay. Et une fois qu'on connaît, alors admettons on connaît tout parfaitement, la question c'est de savoir est-ce qu'on peut le représenter fidèlement une fois qu'on est dans les logiciels typiquement et qu'on veut faire l'évaluation. Et donc, il faut imaginer que cette représentation, c'est là où on va utiliser les logiciels d'ACV. Alors, ce qu'on a dit plus tôt, c'est que les logiciels sont un peu des facilitateurs dans le process. Quelque chose qui est un petit peu technique, c'est que les outils vont intégrer ce qu'on appelle des bases de données, et ces bases de données vont intégrer donc des données, peut-être d'électricité, peut-être d'eau, peut-être un module prêt à l'emploi sur la filature, sur un tricotage, etc. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que la base, elle est construite et elle est figée à un instant T. Et donc, potentiellement, s'il y a une innovation qui sort, il est possible que cette innovation, elle ne soit pas dans la base. Et donc, se pose la question de l'exhaustivité, justement, de la base. Et c'est là où, justement, on peut avoir des manques de données qui vont nous empêcher de faire une représentation fidèle de notre objet, de notre article. Dit comme ça, en fait, on a l'impression que finalement, l'outil ACV est limitant, est limité, mais ce n'est pas forcément grave en soi. Ce qu'on peut noter en plus, c'est que l'ACV et puis les outils de sa mise en œuvre, donc les logiciels d'ACV et ainsi de suite, sont quand même des outils qui sont assez jeunes, mais qui restent scientifiquement, la méthodologie reste scientifiquement très, très approuvée, et c'est quelque chose qui est fiable, qui est robuste. Et c'est des outils qu'il faut voir comme étant de l'aide à la décision. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, dès lors que je vais faire une ACV sur un produit et un produit éco-conçu, on reste sur une démarche qui est ici comparative et qui va être assez enrichissante pour réduire les impacts environnementaux d'un produit en l'état actuel des connaissances, etc. etc. Donc voilà. Merci infiniment de nous avoir éclairés sur ces questions d'impact environnementaux d'un vêtement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et merci à la région Hauts-de-France pour son soutien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le recommander autour de vous. Et nous vous donnons rendez-vous très vite pour le prochain épisode du podcast En mode circulaire de la chaire Tech & Care.